Ce dont je vais vous parler ce matin, c'est un projet qui a été monté par une équipe qui voulait trouver les données, on peut parler de données historiques des recensements. Et puis, ce qu'ils ont fait, ils ont créé une base de données que je pense est disponible dans les centres maintenant. Ce projet, c'était sur les données de 1911. Et puis, ce que je voulais voir, c'est un peu la situation des peuples autochtones en 1911. Ce que nous allons voir dans ce travail, c'est que les conditions qu'on voit maintenant, on pouvait même les prédire en 1911. Alors, pour commencer, le contexte, c'est le recensement de 1911, et puis c'était le premier recensement avec les provinces de Saskatchewan et l'Alberta. Donc, on a un aperçu sur les prairies, qui est très important. Le projet, les données parviennent d'un projet qui s'appelle Infrastructure de recherche sur le Canada au 20e siècle. Ces données sont accessibles ici, puis la documentation est accessible sur leur site. Et puis c'est une documentation vraiment complète, parce qu'on a même les consignes qui ont été données aux agents recenseurs. Donc, on peut voir quelle était, je dirais, la psychologie de recherche à cette époque. Alors, toutes les recherches qui ont été menées sur ce projet ont été publiées dans ce livre qui est disponible dans toutes les bibliothèques. Je vous encourage de l'acheter même parce que il y a des revenus qui reviennent au projet. Il y avait certains défis. Comme vous pouvez vous l'imaginer, le premier, c'est la classification des personnes selon leur origine. Parce que c'était, n'oubliez pas, à l'époque, ce n'étaient pas les personnes qui s'identifiaient eux-mêmes, c'était un agent recenseur qui se servait des consignes pour déterminer quelles étaient les origines de la personne. Alors, vous allez voir qu'il y a peut-être un certain biais dans les résultats. Un deuxième problème, c'est la classification des langues. Parce qu'ils se servaient des langues parfois pour déterminer les origines d'une personne. Puis je vais vous montrer quelques problèmes qu'on a vécus. Et les consignes données aux agents recenseurs. Alors, ce sont trois éléments qui posaient des défis pour nous en tant que chercheurs. La méthodologie, la collecte, c'était dans les centres urbains, il y avait plusieurs façons d'identifier les personnes. Et puis là, je parle que des personnes autochtones. Alors, dans les centres urbains, on voyait que les agents recenseurs étaient des employés du ministère de l'Agriculture. Et puis, un peu de l'histoire de ce qui est Statistique Canada maintenant. À l'époque, ça faisait partie du ministère de l'Agriculture. Sur les réserves, la situation était pas mal différente parce que ça dépendait de la réserve. Il y avait les agents du département des affaires indiennes qui, lui, faisaient une partie de la collecte, mais il y avait aussi des agents de la gendarmerie à cheval du Nord-Ouest qui, eux aussi, faisaient de la collecte. Alors, vous pouvez vous imaginer une personne autochtone qui fait face à une de ces deux personnes, des personnes officielles qui ont un pouvoir sur leur vie et sur leur environnement. On ne sait pas tout à fait si les réponses étaient... en tout cas. Mais là, vous voyez, dans les consignes données aux fonctionnaires, pour identifier une personne, il y aura parfois une autre personne qui sera
un autre agent suivant une méthodologie jugée. Puis je vais vous montrer la méthodologie. Alors, il y avait, je m'imagine en tout cas, je n'étais pas là à l'époque, je suis vieux, mais pas aussi vieux que ça. Il y avait sûrement un problème pour assurer que les réponses et puis que les classifications soient consistantes d'une méthode de collecte à l'autre. Comme on voit qu'il y a des sources différentes pour la collecte. Alors, le questionnaire, c'était un chiffrier comme ça, et puis il rentrait les données, mais pour nous, ce qui est important, ça c'est où il mettait les origines selon la race ou selon la tribu. Et puis voici les consignes, là je les ai en anglais, parce que je me servais d'une autre présentation alors. Mais on voit ici, puis je vais vous le dire, je vais le traduire. Pour les Indiens, l'origine est tracée par la ligne matrilinéale, ce qui est consistant avec la culture autochtone. Alors, c'est une bonne chose. Et le nom de leur tribu devrait être tel que donné. Parfait. Ce qui devient un peu plus difficile, c'est dans le cas des enfants. Puis ça, ils ont l'exemple pour quelqu'un qui est noir et qui vient d'un parent noir et un parent blanc. Ils disent qu'ils sont classés comme noirs. Ils ont fait la même chose pour les peuples autochtones, sauf dans le cas où la personne s'est identifiée comme étant métisse. Alors, dans ce cas, il y avait d'autres possibilités. Puis vous allez voir, lorsque je vais vous montrer comment les métis ont été classés, qu'il y avait toute une gamme de possibilités. Pour les données eux-mêmes, c'est un échantillon de 5% des logements, mais il y avait 2 suréchantillons pour ce qu'on appelle les logements les plus grands. Il y avait 10% et 25% selon le nombre de personnes dans le logement. Alors, ils voulaient assurer, puis ça, c'est le travail qui a été fait par le projet. Ils voulaient assurer qu'il y avait une bonne représentation à travers le pays. Et puis, en fait, on le voyait parce que si on regarde le nombre de personnes autochtones calculées par l'échantillon, puis ça, c'est la valeur pondérée, on voit que ça rapproche assez bien le nombre de personnes autochtones qui avaient été publiées. Alors, l'erreur d'estimation n'est pas très grave, et puis on présume également que la distribution de l'erreur, ça suit une distribution gaussienne. Puis ça, on l'avait vérifié. Donc, l'effet de l'erreur d'estimation est plus ou moins 0. On avait un problème en particulier avec les personnes classées comme autres autochtones. On pouvait identifier les Premières Nations, les Inuits, même les Métis, mais on avait un problème avec les personnes classées comme autres autochtones. Et puis, vous voyez ici, j'ai choisi 2 caractéristiques de ces personnes pour vous montrer comment ce problème s'est produit. Alors, si on regarde le nombre de pondérés, puis c'est toujours le nombre d'effectifs pondérés, on voit qu'ici, il y avait à peu près 17 000, dont la répartition de la langue, la première langue parlée, ce qui est très important. C'est la première langue parlée par l'individu. Je m'imagine que ça a été jugé par la personne, l'agent recenseur. Il y avait seulement, sur 17 000, il n'y avait que 4 000 qui parlaient une langue autochtone comme première langue. 9 000 qui parlaient une langue autochtone. La plupart d'entre elles, c'était des langues autochtones qui n'étaient pas associées avec une Première Nation.
Ensuite, on voit que les autres langues ici, et puis il y a beaucoup de valeurs manquantes. Donc, dans la catégorie autres autochtones, c'est vraiment un segment de la population très hétérogène. Puis on le voit également, si on regarde ici, dans la distribution selon la province ou région, nous voyons qu'une forte proportion se trouvait en Colombie-Britannique. Étant démographe, il faut que je vous montre des pyramides de la population. Ça serait honteux si je ne le faisais pas. On voit ici, pour la population non autochtone et les peuples autochtones, la pyramide, c'est plus ou moins, dans les deux cas, ce sont des pyramides, ce que j'appelle plus ou moins traditionnelles et normales, avec une bonne base de personnes jeunes, avec des enfants, et puis ça se trace très bien pour le vieillissement de la population. Mais il y a deux éléments auxquels je veux vous tirer votre attention. Le premier, c'est cette petite bosse ici. Cela représente l'immigration des hommes, des jeunes hommes à l'époque. Alors ça, c'est dû presque entièrement à cette immigration. L'autre, c'est celle-ci, où il y avait un surplus de jeunes filles comparatif pour les peuples autochtones. Alors, on voit que même si les distributions, selon l'âge et le sexe, ressemblaient un peu à une distribution à laquelle on s'attendrait, on voit ici qu'il y a des petites anomalies. L'âge médian de la population, vous voyez ici que pour tous les groupes, sauf les Inuits, l'âge médian est aux alentours de 20-21. Mais on voit que la population inuite était pas mal plus vieille que les autres. Je n'ai pas les données, mais dans les lectures, et puis dans mes recherches, j'ai trouvé que ici, pour les Inuits, la mortalité infantile était beaucoup plus élevée que pour les autres, ce qui pourrait expliquer l'âge médian plus élevé. Nous voyons, et puis là je commence à faire une comparaison avec ce qu'on voit aujourd'hui, nous voyons les débuts de l'urbanisation des peuples autochtones. On voit ici, pour les Premières Nations, pour les Métis, ça commence déjà. Et pour les populations non autochtones, nous voyons que c'était également une population. Ici, c'est à peu près moitié-moitié urbain-rural, mais on voit que pour les Métis, il y a déjà un mouvement vers les régions urbaines. Et pour les Premières Nations, nous voyons le début, le tout début d'une migration. Je disais qu'il y avait des difficultés avec la langue, surtout comme elle a été classée. Alors ici, pour les Premières Nations, ce que vous voyez ici, ce sont les nombres d'effectifs et la répartition par groupe autochtone. Alors, pour la population autochtone, pour les Premières Nations, il y avait à peu près le 3/4 qui parlaient une langue autochtone comme première langue. Alors, c'est toujours la première langue parlée. Ça, c'est la population au total. Si on regarde, si on commence à diviser par région urbaine et rurale, ce que nous voyons ici, c'est pour les Premières Nations urbaines, c'est à peu près 6 personnes sur 10 qui parlaient une langue autochtone. Alors, on voit déjà
le début d'une perte de langue autochtone. Une hypothèse qui pourrait l'expliquer, c'est premièrement dans l'environnement urbain. Ce n'était pas un milieu dans lequel ils pouvaient se servir de cette langue. Et puis, on voit probablement ici l'effet des écoles résidentielles. Parce que les gens qui se trouvaient dans le milieu urbain, c'était surtout ceux qui ont passé par les écoles résidentielles. Alors, nous voyons déjà le début de l'effet. J'ai décidé de voir un peu, j'ai créé 2 modèles. En fait, j'en ai créé 4, mais je vais vous en montrer 2 ici, puis 2 dans le prochain. Pour voir la vraisemblance qu'une personne autochtone parle d'habitude une langue autochtone. Alors, ce n'est pas seulement la première langue, mais c'est la langue dont elle se sert le plus souvent. Puis ce que nous voyons ici, ça c'est un modèle logistique, alors ce sont le rapport des cotes, mais nous voyons par exemple que selon l'âge, ça c'est une tendance assez intéressante, il y a seulement de 40 à 49 qui ne suivent pas la même courbe, mais nous voyons que les probabilités sont plus fortes pour les plus vieux. Le sexe n'a aucune importance par rapport à la langue. Mais quand on regarde les groupes, et puis ça, les groupes de référence sont toujours montrés en parenthèse. Alors, en comparaison avec les Inuits et autres autochtones, nous voyons ici que les Premières Nations sont beaucoup plus portées, 2 fois, la vraisemblance est 2 fois plus forte qu'ils parlent une langue autochtone. Et c'est moins fort pour les Métis. Et dans la région, ceux dans le milieu urbain sont moins portés à se servir d'une langue autochtone. Ce qu'on a déjà vu dans les données descriptives. Maintenant, lorsque je rajoute la province et le territoire, il n'y a pas grand-chose qui a changé ici. Là, la possibilité, la vraisemblance a augmenté énormément. Alors, maintenant, c'est plus que 3 fois plus certain qu'une personne autochtone, Première Nation, parle une langue autochtone le plus souvent. Et ce que nous voyons ici pour les provinces, en Colombie-Britannique, dans tous les cas, c'est inférieur à 1. Ça veut dire qu'ils sont moins portés que dans les territoires. Mais n'oubliez pas que dans les territoires, ce sont plutôt les Inuits. Donc, et puis c'est toujours le cas aujourd'hui. Si je passerais le même modèle aujourd'hui, on verrait les mêmes résultats, ou des résultats comparables. On voulait aussi voir, parce que ça se mesurait un peu dans les données, l'alphabétisme des personnes. Et puis il y a 2 composantes, la capacité d'écrire et de lire. Maintenant, dans ce cas, c'est d'écrire et de lire dans la langue dominante. Donc, ça veut dire le français au Québec, l'anglais dans le restant du Canada. Puis ce que nous voyons ici, pour les femmes, le sexe, en fait, vous voyez premièrement que presque tout est significatif, ce qui est très intéressant. Mais pour les femmes, les hommes, pardon, ils sont un peu plus portés à être alphabètes. Mais l'âge, nous voyons de nouveau l'effet des écoles résidentielles, parce que les plus jeunes se trouvaient dans les écoles résidentielles. Et puis, vous voyez que le taux d'alphabétisme est beaucoup plus élevé pour les plus jeunes. Pour les régions,
Encore une fois, le champ de comparaison, pardon, le urbain-rural, urbain, le taux d'alphabétisme est beaucoup plus élevé. Puis pareillement, dans les provinces, nous voyons que Québec et l'Ontario et les provinces de l'Atlantique, les personnes sont plus capables. Encore une fois, sûrement un effet des écoles résidentielles. Voici un problème. Je parlais du défi de définir les peuples autochtones. Pour les Indiens, c'était selon la tribu ou la ligne matrilinéaire. Pour les Métis, regardez les catégories. Il y en a quelques-unes ici qui m'étonnaient beaucoup. Celui-ci, par exemple. Et pour les Inuits, c'était, encore une fois, une surprise. Je ne m'attendais pas à voir les Inuits français. Mais évidemment, il y en avait. Ce que je présume, ce sont ceux qui vivaient dans le Labrador, par exemple, qui ne sont plus classés comme Inuits maintenant, ils sont des Inuits. Non? No, if you're referring to Inuit in Labrador, because I'm a beneficiary myself, but Innu is a First Nation, so which is similar to a First Nation in southern Quebec. But However, at that time, they may have been classed as Inuit. That's possible. There are also Inuit that are outside of the Nunatsiavut area who claim. Who identify themselves as Inuit. They used to use the term Métis and they don't anymore. Okay. All right. Pour vous donner une idée de la complexité, là, je vous donne les codes qu'il y avait sur les données et puis comment je les ai classés. Ça, ce sont des nombres d'effectifs non pondérés. C'est les valeurs d'échantillons. Mais il y avait trois cas. Un instant, là, je vais me fier sur... Ouais. Il y avait des ajustements que j'ai dû faire. Dans certains cas, il y avait des personnes classées comme Premières Nations dont la première langue était l'italien, le hindi ou le punjabi. Donc, dans ce cas, c'est une décision que moi j'ai prise. Je pense que c'est la bonne, que c'était pas mal certain que ces personnes-là n'étaient pas des membres des Premières Nations. Et il y en avait sur 3600, il y en avait à peu près 200 classés comme ça. Alors, ces 200, je les ai éliminés. Alors, c'était vraiment 3800. Je trouvais ça très, disons, très approprié à propos pour cette recherche. On ne peut pas juger le futur, mais sauf que si on connaît le passé. Alors, en fait, c'est ça que ça dit. L'analyse nous a montré les débuts d'une assimilation linguistique, parce qu'on le voit dans la perte des langues autochtones, le début d'une transition urbaine, très tôt pour les peuples autochtones, pour les Premières Nations, mais un peu plus avancée pour les autres, et une population relativement jeune
ce qui est toujours le cas. J'envisageais un programme de recherche à partir de ce travail et tout ce qui me manque, c'est le temps de le poursuivre. Éventuellement, s'il y a quelqu'un qui veut travailler avec moi, je serais heureux. J'aimerais bien savoir un peu quelle était la vie en famille. Est-ce qu'ils vivaient dans des ménages simples ou des ménages composés? La migration, on voyait déjà le début d'une migration urbaine. C'est quelque chose à suivre. Je sais qu'il y a une forte migration urbaine maintenant. À peu près la moitié des Premières Nations se trouvent dans des milieux urbains. Et ils rentraient dans la population active. Il y a plusieurs variables qui nous permettraient de voir un peu plus quel était leur rôle dans la population active, y compris quels étaient les gains ou les pertes selon la scolarité pour les peuples autochtones.